Crément est fier de s'associer à la présentation de ce podcast. Ouh! C'était vraiment ta meilleure idée, ça, Phil? Oui, monsieur! Bon podcast. Alors, troisième présentation de Mathias Brunet Rencontre. Et là, les gens, c'est la première fois que j'ai un invité qui n'est pas de hockey. Il va en avoir quand même. Mauro Biello, bonjour. Bonjour. On peut parler de hockey si tu veux. Oui, parce que tu es un fan de hockey. Ce que les gens ne savent pas, c'est que, écoute, j'ai interviewé les Tretiak, les Crosby, les Mario Lemieux, mais je suis un groupie de Mauro Biello. Parce que j'aime le soccer. Puis, tu sais, on s'est connus parce que nos enfants, toi, Alessandro, qui a signé avec le CF, qui joue à Halifax, a joué 4 ans avec Antoine, mon plus jeune. Je pense que Gabriel, c'est un 2004 ou un 2005? 2004. 2004, Charles-Émile était 2003. Alors, pendant 4 ans, nos plus vieux s'entraînaient le lundi, mercredi et vendredi au stade. C'est ça. Et les deux autres, le mardi, jeudi. Alors, on se voyait souvent, mais je pense que ça m'a pris 6 mois, 1 an à me dégainer. Je n'osais pas aller te parler. Puis, moi, ça m'a permis de vivre les grandes années, on va dire, les grandes années du soccer à Montréal. Tu étais au cœur de... Tu me voyais stressé durant ces entraînements. Oui, mais ça paraissait pas tant. Tu n'avais pas l'air trop stressé. Mais je sais que, écoute, pendant juste avant que Drogba arrive, je pense que je textais à chaque semaine, tu ne pouvais pas parler, mais j'étais vraiment fatigant. Puis c'est ça que je demandais hors d'onde tantôt avec nos directrices au contenu. Quelle est la plus grande star internationale à avoir joué pour une équipe professionnelle à Montréal? Est-ce qu'il y en a une qui est plus grande que Drogba? Qui a joué à Montréal, je pense que ça va être difficile à trouver cette personne ou cette joueur ou joueuse. Je pense que Drogba était une grande star internationale. Et si je me rappelle, juste cette journée-là à l'aéroport, la folie, des gens qui sont venus le voir pour la première fois. Et oui, c'était une grande star qui a débarqué ici à Montréal. Et puis... c'était des 2 belles années avec lui ici chez nous. Oui, parce que nous, on trippe. Puis même toi, tu as trippé. Tu voulais jouer pour le Canadien, je pense, que quand tu étais plus jeune. Puis pour nous, Crosby, Suzuki, Hudson, c'est... Mais disons que tu vas, je sais pas, tu marches dans les rues à Paris, à Londres ou en Afrique avec Crosby puis avec Drogba. C'est quoi pour quelqu'un qui suit comme juste le hockey? C'est quoi Drogba? Non, Drogba, il est immense. Je me rappelle avec lui dans les aéroports, surtout partout aux États-Unis, dans les hôtels, il y avait toujours quelqu'un qui était en train de lui chercher un autographe. Il y avait toujours des foules de monde qui attendaient devant l'hôtel quand on sortait de l'autobus. Alors, il y avait toujours quelqu'un qui voulait avoir une photo ou un autographe avec Didier. Alors, c'est sûr que qu'est-ce qu'il avait accompli en Angleterre, mais avec le Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a aussi été capable de faire? Il a arrêté une guerre. Est-ce qu'il l'a vraiment arrêté, tu penses? Ça a-tu été exagéré ou non? Non, mais tu penses qu'il était tellement populaire dans le temps qu'il avait ce pouvoir, cette force de calmer un peuple. Imagine à quel niveau il était comme personnage, comme athlète dans les yeux de beaucoup de monde. Alors, c'est sûr que quand il est arrivé ici, il a amené tout ça avec lui, toutes ses expériences avec lui. Et il y avait le monde qui voulait le voir. Et là, Mauro Biello, qui a grandi à Montréal, qui a joué à Montréal, devient head coach depuis quoi, 1 semaine ou 2? Non, un peu plus que ça. Un pense, mois? Peut-être un mois. Il est venu... Et là, Drogba arrive. Ouais. Et toi, tu es nommé head coach de la MLS depuis 1 mois. Puis là, tu es le boss de Didier Drogba, là. Ouais. Je sais que tu m'avais déjà raconté à l'époque pour la presse. Ouais. Comment ça se... T'es nerveux?
Ben, Un peu, là, quand même. oui, je pense que, je ne vais pas dire nerveux, mais je pense que c'était la personne que je devais convaincre en premier pour mon plan. Ouais. Et j'ai eu la chance d'apprendre avec l'entraîneur qui était là avant moi et qui avait une stratégie de le gérer d'une manière que, à mon avis, n'a pas bien marché. Et pour moi, j'ai décidé de ouvrir mes cartes et aller le voir tout de suite durant le premier entraînement qu'on avait. C'était de lui expliquer que c'est ça mon plan, j'ai besoin de toi. Et j'ai aussi lui faire comprendre que j'ai des décisions à prendre aussi. Et pour lui, je pense que le fait que j'ai dit j'ai besoin de toi, j'ai ouvert la porte pour lui. Et il voulait juste être écouté. Et il voulait partager ses expériences. Et puis après ça, on a vu... Et tu lui as dit, dans votre monde à vous, je suis comme... Oui, je me rappelle. Maintenant, on rentre dans les détails. mais c'est un bon détail, ça. Oui, j'ai dit, je sais que dans ton monde, moi, je suis comme un petit une speck. Une poussière. Une poussière sur la table. Et à un moment donné, toi, tu peux faire ça. Je suis parti. Ouais. Et à la fin, j'ai dit, je veux changer des choses et j'ai besoin de toi. Je veux changer la culture ici dans l'équipe. Et puis, je vais m'appuyer sur toi. Ouais. Mais aussi que j'ai 28 autres joueurs à gérer. Alors, je voulais lui faire comprendre ça, que des fois, j'aurais prendre des décisions qui n'étaient pas correctes avec, mais que tout ce qu'on va faire, c'est pour l'équipe. Ouais. Et à la fin, il a embarqué. Et tout de suite, les choses ont changé dans le vestiaire, sur le terrain, à l'entraînement. Parce qu'avant ça, il y avait une blessure, il ne s'était pas intégré dans le groupe. Alors moi, je voulais le faire sentir qu'il va être une grande partie de ce projet que je vais essayer d'entamer. Moi, ce qui me marque chez toi, je pense, le mot, c'est persévérance. Parce que tu es quelqu'un quand même de discret. On est d'accord? Tu es assez discret dans la vie. Tu es assez humble. Tu es arrivé quand tu étais jeune avec, je ne sais pas si c'est le Supra ou l'Impact. Le Supra, oui. Il y avait 25 contrats. Tu étais le 26e. Ouais. Tu as joué, tu es devenu un des grands joueurs de l'histoire professionnelle à Montréal. Tu as été head coach. Tu sais, ça me rappelle des fois un peu Martin Saint-Louis qui n'a jamais été repêché. Tu as été head coach. Tu as été le seul à mener l'Impact /CF 2 fois de suite en série. Tu as coaché Drogba. Tu as été à la Coupe du Monde comme coach avec le Canada. Quel message, tu penses, tu peux donner à quelqu'un qui veut réussir? Ouais, il faut... C'est fou, c'est quand même fou, pareil. Le mot persévérance, c'est sûr que c'est la première chose sur la liste. Parce qu'on sait que dans tous les parcours, c'est pas facile. Et tu vas toujours trouver des obstacles. Soit comme joueur, j'ai trouvé des obstacles. Quand j'étais jeune, j'étais trop petit, t'étais pas assez ça. Il y avait toujours quelque chose. Ouais. Et pour moi, la seule chose que j'avais, c'était que j'avais une très forte mentalité. Et dans tout ce que je faisais, dans mon travail, c'était comme une obsession. Alors, j'ai toujours essayé de grandir comme joueur, comme entraîneur. Alors, j'ai toujours essayé de trouver des moyens de comment je peux m'améliorer dans ce que je fais. Et une petite anecdote, quand j'étais jeune, de 12 ans, peut-être même pas 12, 10 ans, il y avait ton ami Pierre Nguyen qui jouait avec moi. Ouais. Et dans le temps, lui, il était le meilleur joueur. Et moi, je le voyais comme il avait 1 an plus que moi. Et quand je le voyais à l'entraînement, je voyais qu'est-ce qu'il était capable de faire. Et un jour, il arrive et il fait de la jonglerie là, avec ses cuisses. Il a fait 77 jongleries avec sa cuisse. Et moi, quand j'ai vu ça, je n'étais pas capable même pas de faire 20. Et pour moi, j'étais déterminé
d'être capable de faire comme lui au plus. Ouais. Alors, je suis allé chez moi pendant des semaines, j'ai pratiqué. Et c'était toujours comme ça dans ma vie, dans ma carrière comme joueur, toujours d'essayer de m'améliorer et de Ouais. persévérer dans des moments difficiles. Et même comme coach. C'était la même chose. Oui, il est d'ici, on va voir, est-ce qu'il est capable, il y a des stars, des vedettes, est-ce qu'il est capable de gérer ça? Et moi, dans le temps, j'étais adjoint, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu tous les autres entraîneurs, les choses bonnes qu'ils ont fait Ouais. et les erreurs qu'ils ont fait, et j'ai essayé de m'améliorer à travers toutes ces expériences-là. Alors, c'était toujours comme ça, ma vie. Et oui, j'ai pensé toujours à persévérer. Tu ne pouvais Ouais. jamais me dire que je n'étais pas capable, Non, parce que je vais te montrer si je n'étais pas capable. exact. Puis ça a été quoi la plus dure professionnellement? L'épreuve la plus dure, là? Plus dur, au début de ma carrière, c'était dur. OK. J'ai pas joué pendant 4 ans. Et puis, oui, tout le monde pense les bonnes années, mais au début, c'était difficile. C'était dans une ère différente. Il n'y avait pas encore cette stabilité qu'on a aujourd'hui pour un jeune joueur qui peut signer pour 2-3 ans. Nous, dans le temps, on allait d'une année à l'autre, Ouais. et on ne savait pas si on avait une équipe ou non. Mais j'étais encadré avec des bonnes coéquipiers. Et dans le temps, je me rappelle, il y avait des vétérans, des Nick DeSantis, Patrick Diot, Rudy Doliska, John Lemnier. Ces joueurs-là qui m'ont encadré. J'étais le plus jeune, mais c'était difficile pour persévérer dans ce moment, parce que j'avais beaucoup d'amis qui étaient à mon âge, qui étaient bons et qui étaient des bons joueurs, mais ils ont dit non, je ne vais pas continuer, ils ne payent rien. Ouais. Alors moi, j'ai décidé de persévérer dans ces moments-là, quand c'était difficile d'avoir une carrière. C'est pas qu'il y avait le contrat de 500 000 ou $1 million. C'était un emploi d'été que j'avais. Ouais. Et à la fin, j'avais cette passion pour le sport, et j'ai décidé, je vais le faire. Et je vais pousser autant que quelqu'un va me voir et ils vont vous dire que, OK, lui est un bon joueur et il va le faire. Mais ça a pris du temps. Et ton plus grand moment professionnel, c'était quoi? Plus grand moment professionnel... C'est sûr que quand tu gagnes des championnats, j'ai eu la chance de gagner des championnats ici à Montréal. On a gagné 3 fois. Les moments avec l'Impact, quand j'ai devenu entraîneur-chef, j'ai eu des grandes émotions. 2015, 2016, je pense qu'on était très proche d'aller en finale, cette fameuse série contre Toronto. Qu'on avait perdu, on avait pris l'avance 3-0. Mais celle qui m'a donné le plus de satisfaction, j'étais entraîneur par intérim et on avait battu Toronto notre premier match dans les playoffs. Et pour moi, c'était une grande étape pour ma carrière comme entraîneur parce que je n'étais pas encore confirmé. Et pour moi, de gagner ce match-là qu'on n'avait jamais gagné, ouais. Et de le faire de cette façon contre la meilleure équipe, une des meilleures équipes avec Jovinko, Altidore, Bradley. Et cette jour-là, c'était un grand moment pour moi, même si c'était pas un moment où j'ai levé un trophée, mais c'était un grand moment pour ma carrière comme entraîneur. Et c'est sûr aussi d'aller à la Coupe du Monde. Ben c'est ça, oui. Aller à la Coupe du Monde, pour moi, c'était quelque chose que je ne pouvais jamais imaginer. Un jeune dans les rues de Notre-Dame-de-Grâce, jamais dans ma vie que je peux vous dire qu'un jour, je vais faire partie de l'équipe du Canada et je vais aller à la Coupe du Monde. Alors pour moi, un moment comme ça, quand on a compté ce but contre la Croatie, c'était un moment extraordinaire. Je peux dire le moment où mon cœur il a sauté. Il a sauté quand Davies a compté ce but-là. OK. Puis, y a-t-il un moment en arrivant sur le terrain ou dans l'amphithéâtre où c'est là que tu t'es dit, le petit gars de Notre-Dame-de-Grâce, il est à la Coupe du Monde? Y a-t-il un moment? Ouais, c'est arrivé. À Qatar, il y avait toujours des grands
comment on dit ça, avant le match, il y avait les cérémonies Ouais. avant le match. Et on était dans le tunnel un bout de temps. Et quand on jouait contre Belgique, je voyais à ma gauche Hazard, De Bruyne, et tu vois Roberto Martinez, Thierry Henry, et tu te dis, wow, OK, c'était quelque chose. Ça te ramène à quand tu étais jeune et quand tu étais au parc et tu pensais que tu étais Paolo Rossi de l'équipe d'Italie, mais maintenant c'est pour le vrai. Je suis arrivé ici à la Coupe du Monde et pour moi c'était sûrement un des moments plus spéciaux d'arriver là. Et je sais que tu as raconté aussi à Olivier Brett, je pense dans ce même type de corridor-là, c'était que la pression au Canada, c'était pas la même pression que pour d'autres pays. Non, on voyait ça. Après la demi, là. Oui, non, ça c'était avec... C'était pas la Coupe du Monde, non, ça c'était la Coupe du Monde U17. Qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais joueur avec le Canada en U17. On était en Écosse. 1999, on jouait contre le Nigeria. Oui, c'est ça. Et oui, ça c'était un moment où j'ai appris que c'est beaucoup plus sérieux le soccer dans des autres pays qu'au Canada. À la mi-temps, on perdait 1-0 et je marchais dans le tunnel pour retourner dans le vestiaire. Et puis, je vois un groupe de partisans de Nigeria qui arrivent juste à côté du tunnel avec des petits bâtons qui essayaient de frapper leurs joueurs parce qu'ils n'étaient pas contents du score à la mi-temps. Puis ils menaient quand même. Ils menaient 1-0, mais ce n'était pas assez contre le Canada dans le temps. Et moi, j'ai dit, waouh! Imagine, dans le temps, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien. Et pour moi, c'était quelque chose que j'étais en choc de voir ça. Ouais. Mais j'ai compris que c'est ça, c'est sérieux. C'est sérieux, mon métier. Et puis, tu grandis vite dans des moments comme ça. Tu dis, wow, OK. Ça, c'est... Tu vois j'ai vu le visage du jeune qui était à côté de moi, comme il avait peur. Ouais. Et puis, à la fin, ils ont compté 3 buts en deuxième demi et c'est fini 4-0. Ça marche, donc finalement, peut-être qu'avec le CF, on peut arriver avec des petits bâtons l'an prochain. Là. Puis le plus loin que c'est allé à Montréal, pour toi, en termes de partisanerie, y a-t-il un moment où... tu veux dire quoi? De partisans mécontents, as-tu... Oui, c'est sûr, c'est normal. Surtout, je me rappelle, surtout sur les médias sociaux. Hein? Ouais. C'est normal. Tu peux pas faire content tout le monde, c'est impossible. Ouais. Et des fois, tu fais un mauvais changement, tu perds le match, c'est normal. Mais à la fin, j'ai eu beaucoup plus positif dans les rues avec du monde. Il y avait beaucoup de monde, même aujourd'hui, qui ils parlent de quand j'étais entraîneur. Ça allait bien. Avec l'Impact, avec le CF. C'était les plus belles années. Oui. Puis moi, je me rappelle, l'été, on allait en tournoi avec nos garçons. Mm-hmm. Écoute, les gens dans les parcs qui venaient de voir les photos, les autographes, c'était fou, là, quand même, là. Oui, c'était des bons moments. Je pense qu'on a vécu des grandes émotions et on n'avait pas gagné un match en série. Et en 2015, on a joué contre Toronto, on a gagné ce match-là, puis on a gagné le premier match contre Columbus. Et puis malheureusement, on a perdu en prolongation. Ouais. Les 2 matchs qu'on a perdus, moi et mon staff, dans ces 2 années, c'était en prolongation. Imagine, on avait gagné 6 matchs en 2 années dans les playoffs. Et je pense que dans toute l'histoire, ils ont gagné 7. Ouais. Et l'autre, c'était Wilfrid il y a quelques années. Alors, oui, je pense que ces années-là, c'était comment on dit ça, avec Didier qui arrive, on avait aussi un grand joueur comme Nacho Piatti. Les choses allaient bien. Il y avait du monde qui se sont attachés au club. Ouais. Et je vois ça maintenant avec les Canadiens. Je vois ça avec les Canadiens. Tu vois, ils ont une équipe que tout le monde il veut s'attacher. Et c'était comme ça avec l'équipe dans l'époque. On va y aller avec les photos. Comme je demande à chaque invité, on choisit 5 photos marquantes, puis on en discute. Alors, Chuck, es-tu prêt?
Ça, tu m'as dit, j'ai une photo avec Didier Drogba et personne ne l'a vu. Tu n'as jamais montré ça. Je pense pas. Je pense que ça, c'était dans dans mes choses à moi. Je sais pas si c'est arrivé dans l'Internet, peut-être. Qui a pris la photo, sais-tu? Je me rappelle pas. Là, Vandril Lefebvre fait partie de l'histoire aussi, avec Ouais. Laurent Simon. Ouais. Oui, cette photo-là, c'était ma relation avec Didier et c'était toujours le gars. Ça, c'était un entraînement le jour après. Et c'est sûr que j'ai fait un petit suivi avec lui. Il ne s'entraînait pas parce que peut-être il avait marqué déjà 2 buts le jour avant. Ouais. Mais c'était ça, hein, de ma relation avec lui, d'être toujours de l'attendre. Comment on dit ça, son opinion dans des situations. Et à la fin, c'était ça comment j'ai travaillé. J'étais toujours avec des joueurs, j'allais les voir, j'étais quelqu'un qui voulait communiquer et je voulais transmettre ce que je sentais profondément, toujours. Et je pense que dans ces jours-là, ça a marché. Et ce qui est intéressant, tu vois, c'est pas une photo up. On n'a pas dit, hey Didier, tu sais, tu vois que c'est naturel, c'est instinctif. C'est pas toi qui es all over Didier. Puis ça montre le respect aussi. Oui, je pense que les choses sont bien parties hein, cette année-là. Et je pense qu'il a eu un bon séjour ici, surtout au début. Peut-être ça n'a pas terminé comme il voulait, mais écoute, il est venu ici. Je pense qu'il ne s'attendait pas à une ville comme ça de foot. Et l'équipe allait bien, il était le grand star, et puis moi j'étais juste là pour aider à guider. Tu trouves que c'est une ville de foot, même si le hockey est all over the place? Je veux dire une ville de foot comparativement en Amérique du Nord. Ah oui? Oui. Mon opinion ici, si je dois me rappeler de mes conférences de presse à Montréal, j'avais jamais des conférences de presse dans toutes les autres équipes là en MLS. Ah oui? Ouais. Il y avait peut-être une journaliste qui venait ou deux, mais dans le temps là, tout le monde suivait l'équipe. Hein? Oui. Et des moments, il y avait des scrums là avec 12 à 15 journalistes. Et dans ces moments-là, à Montréal, il y avait un suivi. Il y avait un grand suivi des journalistes dans le temps. On va y aller avec la deuxième. Ça, c'est Zidane avec son staff à Real Madrid et avec mon staff. Alors, tu peux les nommer. Oui, je vais commencer avec Wilfried Nancy. Antoine Gouldner, Jason DiTullio qui est plus avec nous. Qui est décédé, oui. Il est décédé. Youssef Daha, Yannick Girard et Massimo Dioia. Et honnêtement, j'avais un excellent staff. Et maintenant, c'est des années après et tu penses où ils sont, ces gars-là, et qu'est-ce qu'ils ont accompli. Et tu penses à qu'est-ce qu'on avait dans le temps. Et je pense à Wilfried. Il a continué avec sa carrière, qui est un des meilleurs entraîneurs dans l'MLS. Antoine Gouldner, qui a continué à faire du travail avec Wilfried, mais aussi qui maintenant est avec l'équipe des Roses ici à Montréal. Jason, malheureusement, il est décédé. C'était aussi un grand ami à moi. Et Youssef, qui est à Vancouver, qui fait très bien avec Vancouver. Ça fait des années qu'il est là. Yannick aussi était avec moi avec l'équipe du Canada et avec les Roses. Et Massimo, qui travaille ici à Montréal avec les jeunes dans les associations, qui aussi a très bien fait. Et Zidane, est-ce que tu lui as dit, je sais que dans ton monde, je suis une poussière, mais j'ai le goût de te parler ou... Non, mais j'ai une anecdote avec ce jour-là et j'ai eu la chance de rencontrer Florentino Perez, qui est le président de Real Madrid.
Et puis, il y avait un gars qui travaillait avec le Real Madrid. On était là à voir l'entraînement. Et puis, il a dit, écoute, tu veux... On discutait, on regardait l'entraînement. Il dit, viens avec moi, je vais te faire rencontrer le président. Et puis, aussitôt que j'étais allé, il m'a présenté le président. Et, je serrais la main et les photos, là, ont commencé partout. Et il a dit, alors, tu es l'entraîneur avec l'équipe ici à Montréal. Oui, je suis l'entraîneur. C'est ma deuxième année. J'ai dit, les choses vont bien. Et il a dit, oui, il goes, au Real Madrid, les entraîneurs, il y a beaucoup de pression. C'est ça qu'il m'avait dit. Alors, ça m'a toujours resté avec ça. J'ai dit, oui, c'est sûr qu'il y a des attentes au Real, mais quand même, il était très gentil avec moi. Il m'a laissé voir l'entraînement. On a eu la chance de parler un peu avec Zidane. Alors, pour moi, c'était un moment spécial ce jour-là. Okay. Prochaine photo. Celle-là, c'est drôle parce qu'avant d'entrer en onde, parce que tu as envoyé plusieurs photos, puis là, j'ai choisi, puis tu as dit, il y en a une que je veux avoir. Pourquoi celle-là? Ben, c'est une belle photo. Pourquoi celle-là est importante? J'avais moins de cheveux gris. Alors, c'est pour ça. Alors, les choses allaient bien, là. Non, ça, c'est le match qu'on avait gagné, notre premier match des playoffs qu'on avait gagné contre le Toronto. Et pour moi, c'était comme j'avais dit, j'étais pas encore mérité. OK, c'est ce que tu parlais tantôt, là. Oui, j'étais pas encore confirmé comme entraîneur, et ça, c'était le grand test de gagner ce match-là. Mais même de le faire contre Toronto, ce fameux match de 3-0, où il y avait le but de Patrice, le but de Piatti, le but de Drogba. Alors, ça ne pouvait pas aller mieux cette soirée-là. Alors, c'était un bel moment pour moi. Puis je me rappelle quand vous êtes qualifié aussi pour les séries la première fois à Foxborough. Oui. Et là, tu m'avais dit, ma femme, Pina, a le don de me garder les pieds sur terre. Ouais. Puis après le match, tu es encore dans le vestiaire, puis elle dit, oublie pas les sandwichs pour les enfants. Ouais, pour l'école le lendemain. As-tu apporté les sandwichs? Je me rappelle. J'ai jamais demandé. Oui, j'ai apporté les sandwichs, c'est sûr. J'ai rentré aussi tous les sièges de l'été, là. Je les rentrés dans le garage parce que le lendemain? Ça faisait part de la liste. Il y avait hein? les sandwichs à préparer, mais il faut que j'amène tous les sièges dans la cour derrière, dans le garage. Ça faisait pas de ma liste de choses à faire. Mais oui, avec ma femme, même elle aussi elle a grandi dans le monde du foot. Alors pour moi, elle était toujours à côté de moi pour me soutenir dans tout ce que j'ai fait, mais elle était aussi capable de me mettre en place. Parce que Nick DeSantis est ton beau-frère. C'est ça. Alors, mais elle était plus tough que Nick. Ah oui, hein? Prochaine photo. Oui, celle-là, c'est avec l'équipe du Canada. J'ai retrouvé Jesse Marsh qui a pris l'équipe en charge. J'avais travaillé avec lui. Et puis, on a eu tellement une bonne chimie ensemble dès le début. Quand il a pris l'équipe, on a eu beaucoup de succès à la Copa América. Et pour moi, c'était un grand moment d'aller à la Copa América. Encore une fois, c'est un des plus grands tournois au monde. Et d'aller bien faire, de jouer contre l'Argentine 2 fois en semi-finale, c'était quelque chose, encore une fois, que tu ne peux jamais imaginer. Et puis, même s'il y avait 90 000 spectateurs au stade et 2000 Canadiens, mais quand même, c'était une grande expérience. Et Jesse Marsh, après être passé à Montréal comme entraîneur en chef, gros CV. Les gens qui suivent moyen le soccer n'imaginent pas. Là, en Allemagne, c'était un gros poste. Là. Oui. Il est parti après ici. Il a pris un peu de temps, mais il est retourné avec New York, les Red Bulls de New York. Il a très bien fait. Avec New York, ils ont gagné le championnat de saison, pas la coupe. Mais après ça, il est allé en Allemagne. Il a joué. Il est allé en Allemagne
avec Red Bull. Non, il était allé premier en Autriche. Oui. Et puis après en Allemagne. Et il a coaché des grands joueurs. Haaland, juste pour dire, Slobosha, ces joueurs-là qui jouent dans des grosses équipes aujourd'hui. Alors, il a eu une belle carrière. Il est allé aussi en Premiership avec Leeds. Alors, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès. Et puis, il s'est retourné ici avec le Canada. Et puis, tout de suite, il a amené quelque chose de différent à l'équipe. Et puis, ça se voit dans tous nos résultats avec le Canada. Et on est en train de faire quelque chose de très spécial avec cette équipe. La Coupe du Monde arrive et je pense qu'on a des bonnes choses en place avec lui. Es-tu bien là où tu aimerais retourner entraîneur en chef quelque part? Écoute, c'est mon métier. Et puis, il y avait des moments pour moi et surtout au début, il y avait des équipes intéressées, surtout au début. Et juste quand j'ai pris le poste avec le Canada, il y avait des situations que j'ai pas que j'ai pas pris, que j'ai décidé de pas y aller. Ouais. Et je voulais rester où j'étais avec le Canada et faire cette expérience avec eux. Avec la pression, mes enfants étaient encore jeunes. Je viens de sortir 3 années avec Montréal qui était très intense. Et j'ai dit, je vais prendre un peu pas recul, mais de relax. Je vais travailler avec l'équipe du Canada. Et on va chaises de patio aussi. Oui, les chaises de patio, de les faire rentrer le mois d'octobre. Alors, pour moi, j'ai décidé de rester. Je voulais faire cette expérience. Et puis, avec le Canada, avec John Herdman, les choses allaient bien. Hein? Ouais. Et puis, on était 112e, ou je ne me rappelle même pas, on était comme 12e en CONCACAF. Et on était capable de rétablir une équipe qui personne parlait. Personne parlait du Canada. Et on est allé à la Coupe du Monde. Imagine ça, qu'est-ce qu'on avait accompli dans 3-4 ans ensemble. Et puis, alors, c'est ça. Mais écoute, je suis ouvert. S'il y a un projet qui m'intéresse, maintenant, je suis en train d'aller à une deuxième Coupe du Monde ici chez nous. Et alors, pour moi, c'est grand. C'est grand de faire partie d'une Coupe du Monde chez nous. Alors, pour moi, je me focalise sur ça, mais c'est sûr que dans le futur, on va voir. Et là, le Canada est combien aujourd'hui? Je n'ai pas regardé les derniers. Dernièrement, on était 26e. 26e, c'est quand même... Ça a l'air loin, mais c'est énorme. Là. C'est énorme. Et de dire que dernièrement, on a perdu contre l'Australie à Montréal. On était déçus de ça. Je pense qu'on devait gagner ce match-là. On était en contrôle, mais on va à New York, on joue contre les Colombiens et puis on fait match nul dans un stade plein de 30 000 Colombiens. Et puis, tu vois la qualité, tu vois le groupe. C'est pour ça que je dis on peut accomplir quelque chose de spécial avec ce groupe. Okay. Prochaine photo. Oui, ça c'est avec Moïse Bombito, mais c'est aussi, pour moi, une des choses que j'ai pris au cœur, c'était les joueurs, c'est sûr les joueurs d'ici qui jouent avec le Canada. Et je me rappelle dans le temps, quand je jouais, si tu étais du Québec, c'était difficile. Ouais. C'était difficile de percer. Et moi, maintenant, je vois tous ces jeunes-là qui sont d'ici, qui ont tous des cheminements dans leur carrière. Et je suis content que je suis là pour les aider et d'avoir des expériences avec eux. Et je pense à lui, je pense à les jeunes là, Chouanière, Saliba, Samuel Puette, tous ces joueurs-là qui ont vécu des grands moments et je suis content pour eux et pour le foot ici des Québécois. Et Bombito, qui est un modèle, tu sais, ça prend des modèles. Mm-hmm. Tu vois, il joue au Cégep Pontic.
Ouais. Mon fils a joué à Ouais. Hansik. Ouais. Il était à des essais avec lui dans la même équipe Ouais. quand il est parti aux États-Unis, Junior College, Ouais. NCAA, Ouais. repêché. Il est en Europe, évidemment, c'est des modèles différents, mais ça montre aux jeunes, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est sûr que si tu vois son parcours ici, je me rappelle, j'ai eu un appel d'un entraîneur à New England, un des entraîneurs de New England dans le temps, et parce que lui, il jouait à New Hampshire, je pense. Oui, NCAA, oui. NCAA. Et puis, moi, j'avais pas, j'étais avec le Canada et il n'a pas fait partie des équipes avec le CF ou Ouais. même pas les équipes au Québec. Non. Alors, c'était quelqu'un qui a passé en dessous du radar. Et puis, il y a un gars qui m'appelle et il me dit, est-ce que tu connais Moïse Bombito? Et est-ce qu'il est dans vos programmes? Et Ouais. j'ai dit non. J'ai dit, ça c'est avant qu'il ait repêché, Ouais. c'était sa première année, je pense, à New Hampshire. Il me dit, he is the real deal. Et puis, j'ai dit, OK, écoute, tu vas voir, il y a tout comme joueur. Et puis, après cette année-là, il rentre dans le repêchage, il va très haut. Ouais. First round, il va à Colorado. Et je me rappelle, j'avais dit à John Herdman dans le temps de dire, écoute, il y a un jeune qui va très bien dans NCAA. Et nous, dans le temps, on regardait pas beaucoup l'NCAA parce Ouais. qu'on était l'équipe nationale. On cherchait des joueurs en Europe et tout ça. Et en 2022, quand tu regardes, je pense, 5 de nos partants dans le premier match étaient tous des joueurs d'NCAA. Ouais. Imagine. Alors, on a commencé en 2023. C'était dans ce moment-là que Moïse était sous le radar, qu'on a changé comment on travaillait, de voir des jeunes aussi Ouais. en NCAA parce qu'il y a des bons programmes. Et la chose que j'ai appris dans tout ça, toutes mes expériences avec le NCAA, que les choses sont claires. Le jeune, il rentre, il sait qu'il doit aller à l'école, il sait qu'il peut-être il est freshman, sophomore, Ouais. il y a des étapes. Et tout ce qu'il doit faire, c'est étudier, travailler, aller dans le gym. Alors, tout est clair. Et pour moi, la clarité, pour un jeune, c'est la chose plus importante pour son Ouais. développement. Et tu m'avais dit ça quand j'avais une décision à prendre. Ben, quand Charles-Émile avait une décision à prendre, puis je t'avais demandé, puis tu m'avais dit NCAA is certainty, clarity. Puis je t'en remercie aujourd'hui. Puis peut-être que c'est pas assez connu, la NCAA, encore aujourd'hui, mais de plus en plus. Et d'entendre ça de toi, du programme canadien, de dire, regarde, on regarde la NCAA, puis c'est la stabilité, mais c'était, Ouais, c'était un bon concept. tu penses à Richie Larea, Tajon Buchanan, Kyle Larin, St. Clair, Alistair Johnson. Ouais. La liste est longue. est longue. Je m'en voudrais de ne pas mentionner François Bourget, l'entraîneur à Hansik, qui a Ok. développé Bombito, Mo Farsi, Ouais. Charles-Auguste, Ouais. qui a été marquant pour mon garçon Ouais, aussi. il était à Il en a Houston. développé, Ouais, lui, il est ouais. retourné en France, là, mais Ouais. on espère le revoir un jour. Ouais. Je pense qu'il reste une photo, mais non la moindre. Ah, OK. Voilà ton fils Oui, mon fils. et la patronne, Oui, Pina, Pina, c'est ça. à Halifax. Oui, non, ça Non? c'est Ben, en le tout cas. match à Ottawa. OK. Le match à Ottawa qu'on est allé voir Alessandro qui, cette année, était allé à Halifax dans la Ligue canadienne. Et c'est ça, pour moi, c'est toujours spécial. Ton fils, il arrive à un certain niveau. Il est pro. Il est pro. Et puis, maman et papa, on était très fiers de lui. Et ça a pris beaucoup, hein, beaucoup de soutien dans les années, même pour sa mère, Pina, là, ma femme, qui, quand j'étais en voyage, et Ouais. il y avait des tournois. C'est elle qui c'était tenait le elle fort. qui
qui était en charge de tous ces moments-là. Et à la fin, c'est important pour un jeune d'avoir ce soutien. Ouais. Et parce que des fois, moi, mes parents, mon père, il était toujours là. Et tous les matchs, il était toujours là pour nous aider, nous guider. Et c'est toujours un moment spécial quand tu vas jouer ton fils dans les rangs professionnels. Et comment va Gabriel, le plus vieux? Il va très bien. Il a étudié à John Molson, à Concordia. Il est dans finance. OK. Alors, ça va bien. C'est un jeune homme qui travaille fort, qui est très intelligent. Et puis, on est très fiers de lui aussi. Puis je me rappelle qu'à l'époque, il était à l'académie aussi, puis ça prend une force de caractère de dire, regarde, non, c'est plus pour moi. Ouais. Puis qui sentait aussi l'ombre du père qui était là. Oui, il était différent d'Alessandro. Et puis, dans le temps, quand c'est commencé avec la pré-académie, il était dans les 2004, le groupe de 2004, et il se sentait qu'il n'était pas... il était là, mais juste à la limite. Ouais. Et puis, il a ressenti ça. C'est pas facile pour un jeune de 10 ans. Hein. Il voyait son père était entraîneur-chef. Alors, il a dit, papa, je veux pas rester ici avec l'équipe. Et puis, j'ai dit, écoute, tu as décidé de jouer ici, tu vas rester l'année, puis après, tu peux faire que tu veux. Il va retourner à son club, et puis il a grandi à son club. Et lui aussi était un bon joueur, mais il avait une mentalité différente. Et Alessandro, il était prêt à faire ce qu'il devait faire pour arriver. Montrouge est débordé. Évidemment, c'est ça, les groupies, quand ils reçoivent leur modèle, leurs idoles, ils vont déborder sur le temps. Je sais que tu es un fan de hockey. Tu as eu les livres de Pierre Gervais. Ouais. Alors, j'ai mon petit dernier ici. Tu n'es pas obligé, mais si ça te tente, je te l'offre. Histoire de repêchage. C'est sûr. Merci infiniment. Merci à vous. C'est un plaisir. Puis, je vais continuer à t'achaler avec des textos pendant l'hiver, comme d'habitude. All right. Merci. Merci. Bye-bye.